Dans ce deuxième chapitre, ce qu'on va voir, c'est une manière particulière de faire des switch cases grâce au pattern matching. Comme motivation initiale, prenons un exemple. On va vouloir faire un interpréteur pour pouvoir calculer des expressions arithmétiques. Alors, dans ces expressions arithmétiques, eh bien, on va avoir quelque chose de très simple. On va prendre des nombres et on va vouloir les sommer. Le modèle de classe qu'on va utiliser, ça va être le suivant. Donc, on va avoir une classe expr qui va représenter nos expressions. Ça va être une classe abstraite, comme dans le cours précédent sur les nombres rationnels. Et puis, on va avoir deux sous-classes à cette classe abstraite. Une classe number, qui va nous servir à stocker les nombres, et une classe sum, qui va nous permettre de réaliser des sommes. Alors, pour ces expressions, on va vouloir les évaluer et les afficher. Imaginons une expression, eh bien on va avoir quelque chose par exemple comme ça, qui va représenter la somme de 3 plus 4, ou alors une expression un peu plus complexe, qui représente 2 plus 1, le tout plus 9. Voilà ce qu'on va vouloir faire ici à l'aide de pattern matching. Alors j'ai déjà implémenté une solution et je vous propose que vous preniez un petit moment pour analyser ce que j'ai proposé ici. Alors, cette classe abstraite, expr, eh bien, elle contient deux méthodes. Ces deux méthodes-là, elles vont nous servir à classifier eh bien, si on a un nombre ou bien une somme. À l'intérieur, on va également avoir eh bien, nos deux expressions pour les sous-arbres et la valeur entière lorsqu'on aura un nombre. Dans les deux sous-classes qu'on a ici, eh bien, on va avoir les implémentations concrètes de la classe abstraite, avec pour number eh bien, un constructeur qui reçoit un entier, et puis bien, on aura dans ce cas-là que c'est un nombre. La numValue sera égale à n, c'est-à-dire ce qu'on a passé ici au constructeur. Et puis, si on essaye d'accéder à leftTop et rightTop, on aura un 6 error. Quant à la classe sum, eh bien, on va la construire à l'aide de ces deux sous-arbres. On aura ici que c'est une somme. Bien entendu, si on essaye d'appeler numValue sur une somme, eh bien, on aura un message d'erreur. Et les deux opérandes seront les deux qui sont ici. J'ai repris dans mon éditeur ici le code qu'on a vu sur le slide précédent. Et puis grâce à ça, on peut sans problème créer des expressions comme par exemple une somme composée de deux nombres, 3 et 5. Et puis, eh bien, pour l'instant, l'affichage de cette somme va être ce qu'on a ici à droite. Alors, comment évaluer une telle somme? Eh bien, on va faire pour ça une méthode qui va prendre une expression en argument et qui va produire un entier. Pour pouvoir faire cette évaluation, on va tout d'abord utiliser le classificateur qu'on a dans la classe abstraite. Et regardez, eh bien, si notre expression est un nombre, on va donner au bloc la valeur numValue de l'expression. Autrement, eh bien, si on a une somme, on va évaluer récursivement le leftTop plus évaluer récursivement le rightTop. Donc avec ça, on va faire la somme donc, de ce qu'il y a dans le sous-arbre gauche et du sous-arbre droite et appeler ça récursivement. Si on a autre chose, eh bien, je suggère pour l'instant qu'on mette simplement un message d'erreur pour pouvoir couvrir tous les cas. Grâce à ça, je peux évaluer maintenant mon expression V et j'obtiens bien ce que je veux. Si maintenant j'ai une expression plus complexe, comme par exemple, eh bien, quelque chose comme ça,
un sous-arbre gauche qui est la somme qu'on avait précédemment, et puis encore le sous-arbre droite qu'on a ici. Si maintenant j'ai cette somme ici, donc 9 plus 3 plus 5, qui devrait donner normalement 17, si j'évalue ça, eh bien j'obtiens bien le résultat 17. Que peut-on dire sur le code que nous avons écrit? Eh bien, cette méthode eval fonctionne, hein, on l'a vu dans les slides, mais on a, disons, une limitation. Imaginons que l'on rajoute une classe prod pour pouvoir faire des produits dans notre interpréteur. Eh bien, si on écrit une telle classe, il va nous falloir également rajouter un classificateur isProd à tout le monde. Alors c'est faisable, mais ce n'est pas une solution très élégante. Du coup, comment peut-on faire pour améliorer cette situation? Eh bien, la première des solutions qu'on peut utiliser, c'est d'utiliser le fait que notre langage est également un langage orienté objet. Ça signifie qu'on peut mettre la définition de eval comme méthode abstraite dans la classe expr, et puis faire les évaluations directement dans les sous-classes. Si maintenant on souhaite rajouter par exemple une nouvelle méthode pour pouvoir afficher les expressions qu'on a, eh bien on va devoir pour ça rajouter à l'intérieur de notre superclasse une méthode show qui retourne un string et rajouter la manière d'afficher chacune des sous-classes dans les sous-classes elles-mêmes, ce qui est tout à fait faisable. Si on réfléchit un petit peu à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, eh bien on avait fait des méthodes d'accès et de test qui nous servaient en réalité à renverser le mécanisme de construction de nos objets. En fait, ce qu'on souhaitait savoir, c'était d'une part quelle sous-classe a été utilisée réellement, et deuxièmement, ce qu'on souhaitait avoir, c'était quels étaient les arguments utilisés dans les constructeurs. On avait besoin effectivement de savoir quelle valeur on avait lorsqu'on avait créé un num passé au constructeur, par exemple, ainsi que les sous-arbres pour les sommes. Alors, le fait de devoir accéder et renverser ce mécanisme de construction, c'est extrêmement courant en programmation, et une solution qui est proposée dans notre langage de choix pour ce cours, eh bien, c'est le pattern matching, qui est utilisé de manière récurrente dans les langages fonctionnels. Alors, le pattern matching, c'est la reconnaissance de motifs. Ici, les motifs qu'on va avoir, ça va être quelle classe a été utilisée et quel constructeur a été utilisé et avec quel argument. Le pattern matching, à sa base, est en réalité une généralisation des switch cases. Alors, si on prend un langage comme Java, les switches sont limités aux valeurs entières, ainsi qu'aux strings depuis la version 7 de Java. En programmation fonctionnelle, et plus particulièrement en Scala, on va pouvoir faire du matching sur des choses plus complexes. Ça va se faire à l'aide des mots-clés match et case. Si on n'a pas de match, on va avoir une exception, ce qui est quelque chose qu'on ne retrouve pas par exemple en Java. Les matchs, on va pouvoir les faire sur des constantes. Ça, c'est ce qu'on connaît déjà bien dans les switch cases. On va également pouvoir faire des matchs en fonction des types que l'on a. Donc si on reçoit un type ou un autre type, eh bien on va pouvoir switcher avec ça. On va pouvoir faire des switch cases sur les constructeurs directement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir reprendre le constructeur qui a été utilisé dans le switch case, et finalement on va faire des matchs sur des collections, ce qu'on verra plus tard. Regardons en détail un petit peu ce qu'on peut faire avec ces matchs. Eh bien, on va commencer par cet exemple qui est là. On a une méthode foo qui reçoit x un int, et on va matcher sur cet int là. Alors, le match est une expression.
Ça signifie que lorsqu'on fait un match, eh bien, tout ça va avoir une valeur qui va être la valeur du match. Alors, regardons en détail. Si ici, on a une constante qui vaut 1, notre match eh bien, va valoir 1, qui est un string. Si ça vaut 2, ça vaudra 2. Si ça vaut 3, or 4, donc ici, on a une alternative. On va assigner la valeur many à cette expression. Et dans tous les autres cas, alors ce symbole ici, c'est un wildcard qui nous dit pour toutes les autres valeurs, eh bien, on va avoir la valeur other value à cette expression ici. Si on regarde maintenant un exemple un peu plus complexe, donc une autre méthode, bar, qui reçoit x quelque chose de n'importe quel type, any, eh bien, si on a la constante 1, ça vaudra 1. Si on a la constante 5.0, donc un double, ça va valoir 5 double. On peut matcher également sur un string, sur un char et sur éventuellement quelque chose d'autre. On peut également matcher sur des types. Voilà quelques exemples. Ici, on a une première fonction qui reçoit x quelque chose de n'importe quel type, et lorsqu'on match, on va dire si j'obtiens quelque chose de type entier auquel j'assigne la valeur a localement ici, eh bien, je vais assigner la valeur got an int suivi du a. Donc le a ici, c'est la variable qui a été castée en int depuis x. Si on avait b, un string, on pourrait réutiliser a ici, hein, bien sûr, mais j'ai utilisé b, eh bien, ça va valoir the string b, et autrement, on va retourner eh bien, une valeur par défaut. On peut également rajouter ce qu'on appelle une garde, c'est ce qui est exemplifié ici dans cette deuxième méthode. Si on a reçu un entier et que cet entier modulo 2 est différent de 0, donc on a un nombre impair, eh bien on va matcher uniquement dans ce cas-là. On peut également le faire avec des strings si on veut, en appelant ici des méthodes quelconques. Eh bien, on peut voir par exemple là qu'on peut faire deux matchs différents en fonction de la taille du string. Attention, lorsqu'on a un match, au premier match que l'on rencontre, si on veut, eh bien, on peut dire que le match s'arrête immédiatement. Donc, si on obtient, par exemple, ici, un entier, on fera ce qu'il y a après la flèche, et c'est tout, hein, on ne va pas continuer. Il n'y a pas de break dans les matchs. Un exemple, si ici je fais un guard match avec 3, eh bien j'aurai odd int 3 qui va être retourné par cette fonction. Si je fais un guard match 2, ça va me retourner don't know what it was, parce qu'on va en fait avoir le wildcard, etc. Je vous propose de vous exercer avec ces premiers exemples de pattern matching. Vous devez maintenant implémenter une fonction pas de fou qui va retourner vrai si ces paramètres sont eh bien, l'une de ces valeurs-là. Autrement, ça va devoir retourner false. Pour aller plus loin avec le pattern matching, on va introduire maintenant ce qu'on appelle les case classes. Alors, une case class, c'est une classe normale, mais dont la définition commence avec le modificateur case, comme c'est montré ici sur ces deux exemples. Lorsqu'on définit ici nos deux sous-classes case classes, on a en fait la base pour un type algébrique. Alors qu'est-ce que c'est un type algébrique? C'est l'idée qu'en fait un type, ça peut aussi être considéré comme un ensemble de valeurs, et on peut énumérer les différentes valeurs possibles. Lorsqu'on utilise des case classes, on a plusieurs avantages à faire cela. Premièrement, un avantage qui est plutôt cosmétique qu'autre chose, c'est que
On n'a plus besoin d'avoir un constructeur qui fait appel explicitement à new. Lorsqu'on veut créer un objet, eh bien, si on a une case class ici foo, pour créer un objet, on n'a pas besoin de mettre ici un new. On a une méthode qui s'appelle apply qui apparaît automatiquement dans l'objet compagnon de la case class foo. Et ça va nous permettre, lorsqu'on aura introduit les listes plus tard, de nous simplifier la vie. Pour l'instant, ça ne nous est pas très utile. Mais je le mets pour être complet dans ma description de la case class. Deuxièmement, une case class nous donne que les arguments sont désormais des champs publics. Il y a un val implicite, ici, qui fait qu'on peut accéder maintenant à x, qui est un champ, désormais, de la classe foo. Finalement, le troisième point que nous offrent les case class, c'est que les méthodes equals et hashcode ont une signification qui fait du sens. Si par exemple ici, j'ai deux objets A et B qui sont de la case class foo avec un contenu qui est identique, eh bien, le equals qui est là, donc ça c'est la même chose que A.equals B, eh bien, va nous retourner true. De même, le hashcode des deux sera le même. On a également une méthode de copie qui fait du sens, qui va nous faire une deep copy par défaut, et un toString qui également sera facile à être interprété parce que si par exemple ici je fais un println de A, eh bien il y aura le hello qui va apparaître dans ma case class avec des petites choses devant. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est de faire le lien entre les case classes et le pattern matching. Regardons notre interpréteur que j'ai redéfini ici comme ceci. Donc, on a maintenant deux case classes qui étendent expr et la méthode eval ici qui utilise du pattern matching avec e qui est une expr. Lorsque je fais mon pattern matching, ici, je le fais en réalité en déconstruisant le constructeur. C'est-à-dire que si la classe a été construite à l'aide du constructeur, dans le cas 1, number n, eh bien ici je vais faire que mon évaluation donne n. Si pour construire l'expression expr, j'ai utilisé le constructeur sum avec e1 et e2, eh bien je peux réutiliser d'une part e1 et e2 dans l'évaluation de mon pattern matching et je sais que j'ai été dans le cas où j'avais une somme. Donc ici, je vais extraire les types directement depuis l'expression dans le pattern matching. Avec un tel mécanisme, en fait, ce qu'on a permis, c'est de renverser le processus de la construction lors du pattern matching. Ce que nous allons faire ensemble maintenant, eh bien, c'est regarder l'implémentation d'une méthode supplémentaire qui sera la méthode qui va nous permettre d'afficher les expressions sous forme textuelle. J'ai ici mon expression générale qui est implémentée sous forme de classe abstraite et mes deux case classes number et sum. J'ai également implémenté la méthode eval qui va recevoir comme argument une expression, produire un int comme d'habitude et mon pattern matching. J'utilise ici bien le pattern matching sur les constructeurs, comme nous l'avons vu, et à partir de ça, eh bien, je peux déjà utiliser mon code. Par exemple, si j'ai une expression E1, qui sera par exemple la somme des nombres 3 et 9. Alors là, on voit déjà l'usage des case classes. On n'a pas besoin d'écrire new, et on a un toString qui fait du sens. Et si maintenant je fais un eval de E1, eh bien, vous voyez que ça fonctionne comme on pouvait s'y attendre. Je vais maintenant ajouter la méthode show. Cette méthode show va nous permettre d'afficher l'expression sous forme textuelle. Donc, de la même manière, show va recevoir une expression, va produire un string,
Et puis, eh bien, on va procéder de la même manière. Si j'ai un nombre n, eh bien, l'expression va s'évaluer à n.toString, c'est-à-dire que je vais convertir ce n qui a été utilisé lors de la création de number sous forme textuelle. Et puis, si j'ai une somme avec une expression E1 et E2, eh bien, je vais récursivement faire le show du sous-arbre gauche, rajouter le symbole peut-être plus, comme ceci, et faire l'évaluation du sous-arbre droite également. Si maintenant je fais un show de mon expression, eh bien vous voyez, j'obtiens quelque chose qui fait du sens. Si on utilise cette méthode sur maintenant quelque chose d'un peu plus compliqué, alors on va faire par exemple, on va reprendre le début et faire une somme plus complète, 4. Eh bien vous voyez, j'ai ici l'arbre de l'évaluation sous forme textuelle. J'ai parlé tout à l'heure des types algébriques. Pour pouvoir implémenter un type algébrique, il nous faut rajouter la notion de pouvoir sceller une classe. Alors, pour sceller une classe, eh bien, on va rajouter ce nouveau mot-clé ici, sealed. Et l'usage de ce mot-classe a l'effet suivant. En fait, on dit, en rajoutant le mot-clé sealed, que la classe abstraite expr est complètement implémentée dans ce fichier-là. Et on n'aura pas le droit de faire de nouvelles sous-classes de cette classe-là ailleurs que dans ce fichier. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire quelque chose comme ça? Eh bien, l'avantage qu'on a, c'est que lorsque notre classe sera scellée, et si par exemple, lorsque je fais un match de cette super classe ici, eh bien, le pattern matching sur les constructeurs, comme on l'a vu, eh bien, est capable de savoir qu'on a couvert tous les cas des sous-classes avec ça. Et donc, si ici, par exemple, on a enlevé cette ligne-là, on n'a pas couvert le cas de la somme, eh bien, le compilateur va nous faire un warning dans ce cas-là. Ça nous sert notamment à ça de pouvoir faire une classe scellée. Donc de savoir si le match est complet ou bien pas. Pour faire cela, il faut que les sous-classes soient dans le même fichier. Et attention, on ne peut pas rajouter de nouvelles sous-classes à la classe exp, dans cet exemple, ailleurs. C'est le principe même du scellage d'une classe. Je ne sais pas si vous avez été attentif tout à l'heure lorsqu'on a implémenté la méthode eval et show, mais j'ai implémenté ces deux méthodes à l'extérieur de notre hiérarchie de classes. On peut également, bien entendu, définir la méthode eval ou show dans la superclasse ou dans la sous-classe. Voilà un exemple où je définis en fait uniquement le prototype de la méthode eval dans la superclasse et je surcharge cette méthode dans les deux sous-classes, comme ceci. L'autre solution est de dire, eh bien, j'implémente complètement la méthode eval dans la superclasse, c'est-à-dire que je fais mon match exhaustif ici, en utilisant la méthode de déconstruction des constructeurs. Dans ce cas, dans le cas numéro 1, eh bien, c'est l'orientation objet qui va sélectionner la méthode adéquate, et dans la solution 2, c'est le mécanisme du pattern matching. Alors, laquelle des solutions est la meilleure? Eh bien, c'est une question qui, en fait, n'a pas vraiment de solution. Cette question s'appelle dans la littérature l'expression problem. Et expression ici vient justement du fait qu'on est en train d'implémenter des expressions arithmétiques, donc le nom vient de là. Et puis, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on rajoute souvent des sous-classes dans notre code, eh bien, ça fera plus de sens d'implémenter la méthode directement dans les sous-classes. Si par contre on rajoute souvent des méthodes, eh bien, c'est plus facile de faire la solution numéro 2 et de rajouter ici avec du pattern matching. Donc ça dépend un petit peu du problème, les deux sont possibles et les deux ont des avantages. Je vous propose sur ce slide un petit exercice. Imaginons qu'on ait non plus nos expressions comme tout à l'heure, mais une nouvelle classe qui s'appelle btree
et qui va stocker simplement des valeurs dans les feuilles. Donc par exemple, un B-tree pourrait être quelque chose comme ça. Et on cherche à modéliser cela avec cette classe abstraite. On a donc ou des nœuds dans lesquels on ne stocke pas de valeur. Attention, c'est différent d'habitude. Donc ça, c'est un nœud. Et ça, ce sont des feuilles. Et on voudrait faire la somme de toutes les feuilles. La question est donc la suivante. Laquelle de ces implémentations est correcte?